Bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence. Donc pour réussir vos ateliers, devenez facilitateur. Une conférence où on va plus parler de ce rôle de facilitateur et on le verra, on présentera un petit peu les différents aspects qu'on va étudier. On va essayer justement de s'extirper de juste cette notion d'atelier. Avant de faire quoi que ce soit, on va se présenter. Ou pas. Ou pas. Ou oui. Bonjour, donc Isabelle. J'interviens en coaching d'organisation et également sur la thématique du management agile. Grégory, Grégy pour les intimes. Je suis base de coaching agile et d'agilité. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu ancien dev. Donc aujourd'hui, je fais de l'accompagnement et de la formation et de la création aux jeux pédagogiques et ludiques. Nous faisons partie de Good, qui œuvre depuis 15 années sur l'agilité opérationnelle, managériale et stratégique. Alors, on voulait partager avec vous qu'est-ce qui nous a amené à la facilitation dans nos différents parcours. Pour ma part, j'étais en tant que directrice marketing ou manager de centre de profit. J'ai participé à des plans de transformation, des plans de redressement, des plans d'innovation divers et variés. Et en tant que participante ou créatrice de ces plans, il était clair que les plans qui fonctionnaient étaient ceux qui arrivaient à créer une énergie collective. Et pour moi, la facilitation, c'est réellement un effet de levier pour réussir sa transformation. Et moi, comment j'en suis arrivé à effectivement faire de la facilitation. Donc je fais du coaching agile et on sait que coaching agile, c'est un peu un mot un peu un abus de langage parce moi je fais pas de formation de coach. On est souvent sur de la descente de connaissances, de l'expertise, du mentorat, et on essaye comme on peut d'avoir justement une posture de coach et de se mettre en questionnement et de pas amener de contenu. Et c'est pas toujours évident. Et j'ai eu la chance il y a pas mal d'années d'avoir une collègue de chez Good qui est arrivée et qui était facilitatrice certifiée, qui nous a tous formés à ce métier-là. Et ça m'a donné beaucoup d'outils et d'éléments pour justement réussir à avoir une posture plus basse de questionnement et de structurer des ateliers avec les équipes que j'accompagnais et justement d'essayer de me sortir de cette relation plutôt descendante d'information. Nous allons vous parler du facilitateur, de sa posture et de ses outils. Nous avons eu envie de partager 3 retours d'expérience sur des animations que nous avons réalisées. Et nous verrons des trucs et astuces pour terminer. Et voilà. Et donc la première chose qu'on voulait vous proposer, c'était donc on fait une conférence sur la facilitation et donc en facilitation et dans les ateliers, on commence par une forme d'inclusion et donc on vous propose de vous mettre par 3 et de prendre 2 minutes, voilà, essayer de structurer et de vous présenter ensemble et d'exprimer. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous avez choisi de venir ici plutôt que d'aller faire une autre conférence? Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette conférence sur la facilitation? Ah merde, j'ai plus mon timer. Timer? Je l'ai plus. J'ai plus mon timer. On a un chrono. On a un chrono pour savoir où on en est sur la clé. Je vais mettre le nom. Et Isabelle, on fait juste un petit passage justement de facilitation. C'est quoi pour la facilitation? Rapidement, une petite définition de facilitation. Avec la code box? Juste nous deux.
Encore 20 secondes. C'est dommage de ne pas entendre. T'as mieux le catch. Ok. Merci à vous. Y a-t-il des facilitateurs, facilitatrices dans cette salle? Eh, pas de spoil, s'il te plaît. Facilitatrice, facilitateur? Quelques-uns, pas tant que ça. Est-ce que Scrum Master, c'est un facilitateur? Je ne répondrai pas maintenant à cette question, sinon la conférence part en vrille. Ce qu'on vous propose, c'est justement de se poser la question, et on va... Parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé de pouvoir balancer ce genre de truc, là. Ça fait des années que j'en rêve. Quelqu'un veut donner sa définition de ce qu'est la facilitation? Merci. Bravo. Un facilitateur, pour moi, c'est quelqu'un qui aide à lever les obstacles ou à permettre à l'équipe d'émerger par elle-même, en fait. C'est quelqu'un qui, je dirais, le leader, le montre la voie, et c'est le facilitateur, et il explique comment sauter les obstacles, peut-être. Dans le cadre de la facilitation, c'est le sujet, réussir vos ateliers, facilitation, dans ce cadre-là, tu as une... Peut-être. D'accord. Quelqu'un d'autre? Attention. Je dirais que le facilitateur, il impulse par certains outils qu'il a à sa disposition. Il impulse pour permettre à l'équipe de maintenir un certain flow tout au long d'un atelier et de maintenir une énergie positive et haute et à des moments un petit peu plus faibles selon les phases de travail qu'on souhaite intégrer à notre atelier. Super, merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait de cette télécommande. Hop. Donc là, nous, alors, fuyez la salle si c'est pas votre truc, mais on va parler du facilitateur dans ce rôle de facilitation, dans ce cadre de ce qu'est la facilitation. La facilitation qui est l'ensemble de choses qu'on va mettre en œuvre pour animer des sessions, des ateliers sur plusieurs jours, séparés dans le temps, et tout ce travail autour de l'intelligence collective et voilà, j'ai un groupe qui va essayer de résoudre une problématique ensemble. Ok ? À partir de l'intelligence collective, c'est-à-dire que le tout est supérieur à la somme de ses parties et que grâce à l'émulsion collective, on arrive à résoudre des problématiques qu'on n'aurait pas pu résoudre individuellement. Et d'ailleurs, un des fondamentaux de la facilitation, c'est d'arriver à connecter la dimension individuelle à la dimension organisationnelle. On va l'illustrer ensuite. C'est pas terrible, la transition. Alors, super facilitateur, donc vous n'êtes pas obligé de porter un costume moulant comme lui. Néanmoins, il garantit l'objectif de la séance qu'il aura codéfini avec le commanditaire. Il va également poser un cadre, une logistique, des moyens, un agenda bien sûr, et des règles d'échange, de bienveillance et de respect pour créer des conditions d'authenticité des échanges. Il est également en charge de l'équité de parole entre les participants et que les différentes fonctions hiérarchiques ne viennent pas perturber les échanges. Et bien sûr, il est garant du timing et de l'énergie, donc vous l'avez dit, de varier les formats et d'être vigilant sur l'énergie, l'endormissement après déjeuner et les différents moments individuels et collectifs de la journée qui vont permettre de créer un élan. Dans sa posture, il y a quelque chose de clé, c'est vraiment de rester neutre. Et c'est ce qui va le différencier d'autres fonctions. Il ne participe pas à la production des contenus. Il est neutre et il tient le cadre. Il est à la fois organisé parce qu'il a bien préparé son animation, mais il sait aussi, en fonction de ce qui émane des échanges, improviser quand c'est nécessaire.
Et ces deux qualités également importantes, c'est qu'il est clair et pédagogue. Il est capable de reformuler des problématiques de façon très claire et de donner des consignes évidentes. Et le moindre grain de sable dans ces consignes peut donner un exercice qui est mal compris et qui donne pas les résultats escomptés. On questionnait tout à l'heure la notion de catalyseur, de Scrum Master en tant que facilitateur. En soi, c'est pas quelqu'un qui va lever les obstacles pour l'équipe, c'est quelqu'un qui va créer un dispositif dans lequel l'équipe va réfléchir à la meilleure manière de lever ses propres obstacles. Par rapport à la posture, le facilitateur, il va avoir deux postures principales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, posture haute, posture basse. Donc la posture haute, il a une posture haute dans le cadre, il est gardien du temple du moment, de ce qu'on a mis au-dessus, et ça se ressent aussi physiquement. Physiquement, le facilitateur, il y a une présence dans la salle, et à des moments, on sent, il a les pieds bien ancrés dans le sol, bien droit, posture d'ouverture et d'accueil pour que les participants se sentent en sécurité dans le cadre, et une posture bienveillante à ce moment-là. Donc souvent, moi, je me mets comme ça. Voilà, comme ça. Et donc ça, c'est la posture haute. Et la posture basse, c'est la posture qu'on va prendre pour permettre au groupe de prendre ses marques, de prendre ses libertés, justement dans ce cadre, pour qu'elle puisse générer ces choses à elle, sans attendre du facilitateur son accord. Et donc la posture basse, elle se représente à peu près sous cette forme. On a l'équipe qui travaille et le facilitateur est à peu près à ce niveau-là de l'espace pour être sûr de se faire oublier que l'équipe travaille sans nécessité de sa présence. Il y a aussi, souvent il est debout, je finis les sessions avec un bon mal de dos, et bon, bah, il peut aussi s'asseoir et se mettre au même niveau, en effet miroir du reste du groupe, sans parler, en se faisant oublier, mais d'un seul coup on est à un niveau d'équilibre. On parlait d'équité, mais c'est aussi le positionnement du facilitateur par rapport à l'équipe. Facilitateur, il est là pour le groupe. Ça, c'est une définition un petit peu idéale du facilitateur, mais nul n'est parfait, et il y a des pièges dans lesquels il peut tomber. Effectivement, il est assez facile de passer de ce rôle de facilitateur à un peu le dark facilitateur, la version sombre. C'est que on a quand même un pouvoir sur cet espace-là. On a une présence, on amène un cadre, on amène quelque chose, et on peut assez vite tomber dans le fait d'amener le contenu aussi, de s'intéresser. Et on a conçu tout un dispositif pour un groupe, et donc on s'est intéressé à leurs problématiques, et donc on commence à avoir un peu notre avis sur cette problématique. Et moi, ça m'est arrivé dans mes premières facilitations avec des équipes de construire un petit atelier de réflexion sur les règles de l'équipe ou sur le process de l'équipe. Ils travaillent, et d'un seul coup, ils sortent un truc. Je suis pas forcément d'accord. Je leur dis, mais là-dessus, je suis pas forcément sûr. J'ai quitté complètement mon rôle de facilitateur. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Sur toute la suite de ce qui sera généré dans cet atelier, l'équipe attend mon accord. Donc c'est bon. Et donc moi je rame pour revenir en disant, je reprends du recul, non mais je ne sais pas. Voilà, et donc c'est assez difficile de revenir à ça. Mais c'est pas facile. Peut-être utiliser la touche, ça peut être efficace. Ouais. Donc le facilitateur, pour mener à bien son travail, il va s'outiller. Alors on est bien dans un environnement dans lequel on dit les hommes et les interactions plus que les process et les outils, mais n'empêche qu'il faut quand même un peu de process et outils pour mener à bien ces démarches-là. Et il peut aller voir à plein d'endroits différents. Ici, vous avez différents types d'outils ou de pratiques. On va retrouver des choses qui sont plus de l'ordre de démarche complète, l'appreciative inquiry, le solution focus, les constellations, la théorie U. Donc là, on a des choses assez complètes avec un ensemble de choses à faire, mais qui sont pas précises en termes de comment je le mène. On peut aller chercher des outils plus pratico-pratiques dans des livres comme Innovation Game. Qui connaît Innovation Game de Luc Homan ? Voilà, dans les communautés, on en a pas mal mangé, de l'Innovation Game, c'est chouette. Pareil pour le game storming. Des outils qui viennent de Top Technique of Participation. Donc nous, on a été formés à Top et à ces différents outils. C'est de là nous en tout cas, notre pratique de la facilitation vient de là. Et donc on va pas faire un topo complet de tous ces outils, mais juste en présenter deux, un classique et un peu moins classique qui vient de Top. Un classique, c'est le My Worst Nightmare. Qui connaît My Worst Nightmare ? Cool, donc c'est pas si classique que ça, c'est bien. My Worst Nightmare, c'est une projection dans le pire de ce que peuvent être les choses.
Je vais donner un exemple simple. J'ai accompagné un groupe de personnes, ils étaient 40, à la définition de leur futur restaurant d'entreprise. En fait, ils passaient d'un restaurant d'entreprise à une cafette. Et donc, il voulait, le commanditaire de cette session voulait faire une grande session avec des convives, des gens qui allaient aller dans ce restaurant d'entreprise pour essayer de voir qu'est-ce qui ressortait et quelles étaient leurs craintes et quelles étaient leurs idées. Et donc, on a traité les craintes ici. Et le My Worst Nightmare, c'était, voilà, demain, le restaurant d'entreprise est en place, le self est là. Qu'est-ce qui se passe de pire? Et donc, on a eu des choses comme la bouffe est dégueulasse. Des choses comme il y a plein de gâchis parce que comme les gens se servent eux-mêmes, en fait ça va générer plein de gâchis. Et il y avait un truc qui est resté beaucoup, c'était on va pas arrêter de faire la queue. Comme on va tous arriver en même temps, il va plus y avoir de système de régulation. Je vais pas arrêter d'attendre pour me faire servir, ça va être horrible. Alors qu'avant ils étaient à table, ils se faisaient servir par des gens. On passe de ça a quand même une grande différence. Et donc le commanditaire il est resté beaucoup avec ce sujet-là. Comment on va gérer la régulation de notre système? Ils y avaient pensé, mais ils n'avaient pas vu à quel point ça pouvait être un point fort pour les convives. Et un autre outil qui vient de Top, qui s'appelle le Consensus Workshop. Le Consensus Workshop, c'est un outil qui permet de justement arriver à un consensus. On sait que c'est assez difficile, ce type de pratique. Je ne dis pas que c'est beaucoup plus facile avec le Consensus Workshop, mais en tout cas, ça arme un peu. Le Consensus Workshop, il s'appuie sur une démarche en plusieurs temps. La première, c'est ce qu'on appelle dans la facilitation, souvent c'est le 1, 3, 6 tous. C'est de se dire, si on commence tous à exposer notre point de vue, ça va prendre des heures, on va probablement passer du temps à être pas d'accord, et on va passer autant de temps à être d'accord. Donc le 1, 3, 6 tous, c'est dire, j'expose individuellement des choses, hop, je génère, ce qui permet à chacun de trouver un peu ses marques et de s'exprimer, parce que si tout le monde commence à parler, il y a des gens qui ne s'exprimeront pas. C'est aussi le rôle du facilitateur, on parlait d'équité de parole, de générer ça. Donc je génère tout seul. Ensuite, par 2 ou 3, je partage et je shortlist. Donc, c'est quoi les meilleures idées pour vous, les idées les plus faisables, peu importe les critères que vous choisissez. Et ensuite, on va avoir un partage tous ensemble des idées qui ont émergé au fur et à mesure, de manière à chaque fois à mettre quelques idées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes idées? Oui. Ou est-ce que ça s'y rapproche? Oui. Et en fait, on filtre naturellement ce système d'idées pour essayer d'atteindre le plus rapidement le consensus. Parce que des fois, on exprime la même idée, mais pas de la même manière, et c'est ça qui crée le désaccord. Donc là, l'idée, c'est justement de supprimer cette pratique-là. On pourra en parler avec ceux qui le souhaitent après la conférence. Mais je parle tout le temps. Hein, ah oui, tu parles tout le temps. On a retravaillé nos slides souvent, donc des fois, on zappe et on se dit mince. Et donc là, on a vu le facilitateur principalement comme un animateur, une animatrice d'atelier. Mais c'est plus que ça, un facilitateur. C'est avant tout, la première chose, c'est une architecte. C'est une personne qui va rencontrer le commanditaire, qui va faire tout un travail avec ce commanditaire pour révéler la problématique fondamentale, l'objectif à atteindre. Des fois, le commanditaire lui-même n'arrive pas à exprimer sa problématique. C'est le rôle du facilitateur de l'aider. Et à partir de ça, de ce point de départ et de l'objectif, de construire un processus complet, un cheminement qui va aller d'un point de départ, un groupe de gens qui se connaissent pas, à un résultat. Et c'est aussi un guide qui va au long le jour J, tout au long de la session, guider le groupe vers cet objectif. Je parlais de position rassurante, donc l'aider à s'exprimer et à montrer que toutes les idées sont bonnes et que le processus fera le travail, de les aider à se mettre en confiance aussi avec ce processus, et à ajuster son programme par rapport aux imprévus qui vont se passer durant cette session. Okay. On parlait d'improvisation, de préparation et d'improvisation, c'est un peu ces deux choses. Donc, c'est pas juste un animateur, une animatrice, c'est un facilitateur avec ces deux aspects. Donc nous avons eu envie de partager avec vous des expériences concrètes de facilitation pour vous exposer une problématique et une scénarisation d'animation. Ce sont des sujets de nouvelle organisation, de créativité, de satisfaction client. Il y a beaucoup d'autres sujets possibles, de team building ou d'innovation. Ici, voilà, on a fait cette sélection-là. Le premier cas. Alors le premier cas, c'était une facilitation que j'ai faite pour un hebdomadaire lyonnais. C'était sur une demi-journée avec toute l'équipe de rédac. Le demande du commanditaire, c'était de voir quelle était la capacité créative de son équipe
et d'essayer d'identifier potentiellement des nouvelles idées d'articles beaucoup plus créatives que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ce qu'on appelle les marronniers, hein, des trucs qu'on répète tout le temps et qui marchent. Et ils voulaient essayer de voir comment on peut créer des choses plus créatives. J'ai proposé un processus assez classique en créativité. On a démarré par un échauffement cérébral pour essayer de mettre les idées en marche, hein, par un cadavre exquis. Ensuite, processus de brainstorming, on purge toutes les idées évidentes pour qu'il ne reste plus que du vide et donc de l'espace pour générer des idées innovantes. Pour faciliter la génération de ces idées innovantes, j'avais amené des magazines pour qu'ils s'inspirent, donc forcément j'aurais pas amené des magazines sur la ville de Lyon. J'ai pris des trucs comme Equidia, comme Hello Docteur ou je ne sais quoi, des trucs de sport, des trucs pour les personnes âgées, ou potentiellement Voici, Gala, pour essayer de voir comment l'information était traitée dans ces différents magazines et de se dire mais qu'est-ce que je peux aller chercher moi comme point d'ancrage par rapport à mon travail à moi. Ensuite, on a fait un atelier Crazy 8 dans lequel on prend une idée, on va la décortiquer en 8 idées totalement différentes, en s'appuyant sur un peu des éléments que vous voyez à droite, qui s'appelle la pensée oblique. C'est comment j'amène des petites phrases, des petits mots qui vont permettre d'aller attaquer des angles différents sur une même idée. Donc là, par exemple, même sujet, autre public. Voilà, j'ai une idée de sujet dans mon Crazy 8, mais un autre, ça va être si je m'intéresse maintenant aux personnes âgées ou aux enfants. Ce qui est ressorti d'ailleurs de cet atelier, c'était Lyon à vue d'enfant. Je me mets ici, qu'est-ce que je vois? Ils avaient l'habitude de parler des grands lieux de Lyon. Quels sont les lieux les plus glauques de Lyon? Et de genre d'idées comme ça, qui étaient finalement assez différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Les sujets en eux-mêmes étaient pas hyper innovants. C'est assez dur en fait, hein, amélioration, innovation, c'est pas forcément évident. Par contre, l'angle de traitement était différent. Donc ça leur a quand même permis de réfléchir à d'autres manières de parler d'un même sujet. Et on a fini par un vote sur la faisabilité. Donc aujourd'hui, si vous deviez faire un article demain, lequel vous prendriez? Donc l'intention, c'était de montrer au commanditaire que son équipe était créative, parce qu'il pouvait en douter. Et on l'a vu dès le début, hein, dès la purge. Dès la purge, il y avait déjà des idées qu'ils n'avaient jamais sorties. Et de se travailler ensemble, de créer cette émulsion de groupe pour réussir à trouver des nouvelles idées. Second exemple, il s'agissait d'accompagner une nouvelle organisation en place auprès de 60 managers qui se réunissaient en une journée de travail pour initialiser ce plan de transition et identifier quel pouvait être leur rôle en termes d'accompagnement de leurs équipes pour que cette nouvelle organisation soit la plus fluide possible. Donc nous, l'objectif de la journée, c'était d'aboutir à un plan d'action co-construit par ces managers. Et donc j'ai structuré cette animation en 5 temps. La première, c'est la dimension individuelle, que chacun puisse se connecter à ses peurs, ses attentes et ses envies face à ce changement, donc le ressenti. Et puis une seconde phase d'analyse des risques et des opportunités de la nouvelle organisation, sous un format de tribunal. Et nous avons également eu un troisième temps de retour d'expérience. Good était intervenu pour partager les questionnements de managers dans d'autres entreprises suite à des accompagnements similaires. Et après déjeuner, on leur a proposé un safari, donc pas pour trouver des animaux, mais des articles, des contenus, des vidéos, qui leur parlent de ce type de changement organisationnel et leur donnent une définition plus claire de ce que ce changement implique. Et enfin, ça nous a permis de passer en mode plan d'action au format World Café. Je ne sais pas si vous connaissez ce format qui est quand même très répandu, qui permet de travailler en rotation sur 3 sujets différents. Donc ici, ils ont travaillé sur ce changement vu par le collaborateur, vu par les clients, et quels sont nos indicateurs de succès. Qu'est-ce qui nous montrera qu'on a réussi notre transition. Donc le plan d'action qui a été initié ici était le début de ce rôle d'accompagnement et de soutien du changement pour les managers. Il y a un point que je reviens sur la partie tribunal avec des avocats et des procureurs. C'est un point que j'ai adoré dans cette animation, puisque les participants se sont vraiment pris au jeu. Ils apportaient des témoins à la barre, des experts, des preuves. Ils ont vraiment incarné les rôles. Et au final, ça a vraiment permis d'identifier des risques et des opportunités de grande qualité. Et on a un participant qui a été chercher un sac poubelle à l'accueil de l'hôtel, qui s'est fait une robe de procureur. Donc tout le monde était à fond. La direction a aussi pu entendre beaucoup de choses sous ce format très ludique. Donc cet aspect de jeu et de métaphore permet vraiment de libérer la parole. Donc j'ai trouvé ça assez puissant.
Ce qu'on voit, c'est que le dispositif, il permet aussi de donner ces espaces de liberté. C'est-à-dire qu'il y a une intention qui est donnée, une liberté qui est prise, et c'est grâce au climat de confiance, de sécurité que génère le facilitateur qu'on peut avoir ces chances-là, ces petits moments qu'on a, qui restent ancrés dans la mémoire des gens qui font ces sessions. Exactement. Et l'enjeu de cette animation, c'était cette nouvelle organisation qui avait été décrétée, qui était un petit peu désincarnée pour eux, c'était de les remettre en responsabilité, qu'ils puissent identifier quels étaient leurs leviers et comment ils allaient pouvoir accompagner leurs équipes. Donc vraiment de les connecter à la transformation et de les rendre responsables. Alors, petite question, qu'on s'est posé, pourquoi on n'a pas démarré par... on n'a pas fait juste une session d'une heure sur un plan d'action? On aurait pu travailler de 8 à 10 et sortir le plan d'action tout de suite. Il n'aurait pas été du tout le même, puisqu'on n'aurait pas pris le temps de faire cette purge des ressentis, cette analyse froide des risques et des opportunités, et toute cette inspiration, ces idées qu'on va chercher ailleurs, pour nourrir un plan d'action qui est d'une grande qualité à l'issue de ce processus-là. Avant de faire le troisième cas, on va faire un petit exercice que nous, on a utilisé justement dans ce troisième cas, qu'on est venu tirer de l'appreciative inquiry. L'appreciative inquiry, c'est une pratique qui se focalise sur le positif, sur les solutions, sur le bien, plutôt que sur les problèmes et les trucs qui grattent. C'est l'enquête appréciative. L'enquête appréciative, c'est beau en français. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous prendre 3 minutes individuellement pour vous remémorer les meilleures vacances que vous avez passées de votre vie. Ouf, alors, j'espère que vous avez passé des meilleures vacances de votre vie à un moment donné. Sinon, ça tombe à l'eau. Sinon, ça ne marche pas. Et de vous poser les questions de savoir c'était quoi les points forts de l'organisation de ces vacances. Quel rôle vous avez joué, quelle était votre responsabilité dans ce succès de vacances. Dans quel état d'esprit vous étiez, dans la préparation, dans le moment. Et les forces que vous avez mis en œuvre, selon vous, ça c'est un travail qui n'est pas forcément évident, mais de se dire, tiens, je pense que là, il y a un atout que j'ai joué là-dessus, qui est moi, qui est qui je suis, et qui a probablement aidé à faire en sorte que ce soit les meilleures vacances de ma vie. Donc, un travail individuel. Alors moi, j'avais un méga chronomètre pour vous montrer combien de temps il vous reste, sauf qu'on n'utilise pas mon ordi. Donc, j'ai un petit chronomètre. Mais vous inquiétez pas, je vous dirai combien de temps il reste. Je vous propose d'abord de vous focaliser sur le passé, et ensuite, dans un second temps, de se dire qu'est-ce que j'en déduis pour mes prochaines vacances. Finalement, c'est quoi ce que je vais mettre en œuvre pour réussir mes prochaines vacances. 3 minutes, individuel. Il est tard, je sais. C'est les vacances quand même. C'est un beau sujet. Reprenez des bonbons si nécessaire. Encore une petite minute. Qui veut des bonbons? Qui d'autre? Ouah, c'est loin. Ah, c'est de l'autre côté là-bas. Ça va redescendre. T'en voulais aussi?
Alors, le rôle du facilitateur est de créer un climat dans lequel les gens se sentent bien. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok. Alors, autre point intéressant sur un type de facilitation, sachez que le facilitateur est maître du temps. Il gère le temps. Il est capable de raccourcir le temps et d'allonger le temps. Je vous ai donné 3 minutes. Vous avez dit, c'était long, hein, 3 minutes. Et en fait, je vous ai donné 2 minutes 30, à peu près. La perception du temps, c'est une perception. Et donc, le facilitateur, à un moment donné, peut choisir de rallonger le temps. Donc, vous avez passé 3 minutes. En fait, ça fait 5 minutes que vous travaillez. Ou de raccourcir le temps, parce que là, on sentait que ça soupit. Et donc, de se dire, on va raccourcir. Vous avez l'impression d'avoir eu le temps que vous avez eu. Et en fait, vous en avez eu un peu moins, mais c'est pas grave. Je n'affiche pas de méga chronomètre. Bah, si je souhaite raccourcir le temps, je le fais pas. Après, ça arrive qu'on décide. Okay, bon, là, on voit que tout le monde a fini, on s'arrête. Donc, soit ça se fait en secret, mais en toute bienveillance, évidemment. Soit ça se fait de façon explicite, et en toute bienveillance, évidemment. Prenez maintenant 2 minutes. C'est pas fini, hein. Prenez 2 minutes pour discuter avec la personne la plus proche de vous. Voilà, qu'est-ce que vous retirez de ce que vous avez, des questions que vous vous êtes posées juste avant. Qu'est-ce que vous avez, hop là, qu'est-ce que vous avez, essayez encore. Qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce qui est revenu à votre tête, qu'est-ce que vous en tirez, et on va prendre 2 minutes pour qu'une personne expose ce qu'elle a fait et 2 minutes pour que l'autre fasse la même chose. Voilà, c'est parti. Là, ça va aller mieux. 28. Ça va les réveiller, ça. 28. Jusqu'à 40. On a jusqu'à 40 en base, on a 2 minutes. Oh putain, il n'y aura pas beaucoup de questions. Hein. On va aller jusqu'à 40. On va aller faire je pense qu'il faut aller vite avec les questions-réponses. Ils sont très calmes. Ah, c'est fait. Je pense qu'il faut des questions interactives aussi. T'en fais parler un ou deux? Comment structurer sa bonne réunion? Comment structurer sa bonne réunion, en fait? Ok, on tourne? On part sur 2 minutes? Tu veux acheter la catchbox? Je vais faire l'animation de... Hein? Tu veux faire l'animation de début? Ouais. Je vais descendre. C'est bon? Ok pour tout le monde? Ou il y a des gens qui ont absolument envie de raconter leurs vacances?
Oh, mes vacances, si seulement. On vous propose, ceux qui le souhaitent, voilà, de faire un petit partage de ce qui s'est passé, si vous voulez exprimer un peu ce qui est remonté avec le reste du groupe, rien d'obligatoire toujours. Hein. Qui a envie de partager? Les petits enseignements d'exercice. Qui veut se prendre une catchbox? Ah, voilà. Ah. Fais ce que tu fais. Nous, on était épatés parce qu'on a pensé à la même chose. Donc on va partir en vacances ensemble. Et on est super curieux de tout ce que vous pensez. Donc vous êtes obligés de parler après, là, c'est important. Donc en fait, nous, on a déduit que les vacances, il fallait que ce soit agile. Il fallait pas faire de trop gros planning upfront et qu'il fallait pouvoir vivre le moment avec les gens avec qui tu étais parti en vacances. Voilà. Merci, super. Qui d'autre? Là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés maintenant. Vous êtes obligés maintenant. Parce que nous, on veut savoir. Par là-bas. Par là-bas. Prête? J'aime beaucoup ton résumé parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un de très très organisé, etc. Et en fait, mes meilleures vacances, c'est exactement ça, c'est que je suis pas allée dans la destination qu'on avait prévue et du coup, je me suis complètement laissée porter et j'avais pas de planning, j'avais rien du tout et ça, c'est les meilleures que je garde en tête en tout cas. Par là-bas, un dernier. Ça fait loin là-bas. Tu peux l'envoyer, ça, les gens prendront la boîte. Magnifique lancer. Oh là là. Très beau lancer. Très très beau lancer. Dommage qu'il n'y avait pas de quilles dans la salle. Ben, oui, en fait, c'est pour compléter. Hein, c'est un peu comme la méthode agile, effectivement, avoir quand même un cadre bien structuré, mais se laisser beaucoup de liberté après. Voilà, on sait où on va loger, peut-être ce qu'on a envie de voir, mais pas trop, quoi. Mais pas combien de temps on va rester exactement à tel endroit? Non, pas besoin. Donc un cadre, mais des frontières floues. Voilà. Ok. Merci. Juste une position de méta, donc de notre point de vue de facilitateur, là, parce qu'en fait on a un peu ce rôle-là sur ce type d'exercice dans le cadre de cette session, sur l'observation de l'énergie du groupe. C'est fondamental. Un bon facilitateur, il est hyper sensible à l'énergie du groupe. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais là, c'est justement sur cette gestion du temps, c'est de se dire, j'observe ce qui se passe. Il y a des gens qui discutent et à un moment donné, de moins en moins de gens qui vont discuter, et donc peut-être avancer le timing, parce que si on attend encore 2 minutes de plus avec des gens qui regardent leur montre, voire pire, leur téléphone, on a perdu tout le monde. Donc il y a une grosse sensibilité à avoir en tant que facilitateur sur l'énergie et le non-verbal. Et en fait, c'est pas très compliqué, ça demande pas non plus énormément d'efforts, on le voit tout de suite, hein, les gens qui décrochent. Donc cette enquête appréciative, elle vous a permis de vous connecter individuellement au sujet et d'en déduire des caractéristiques pour réussir des vacances. Donc c'est vraiment une mécanique qui est assez efficace et qui s'applique à énormément de sujets. Un troisième cas, c'était une équipe de managers au sein d'une DSI qui devait s'approprier un programme de satisfaction client qui avait été conçu par les équipes corporate et sur laquelle ils avaient déjà fait quelques séances de travail en visio, en présentiel, mais ils n'arrivaient pas forcément à trouver des poignées pour s'emparer du sujet, qui était un sujet pensé pour les clients externes, alors qu'eux, en tant que DSI, il y avait aussi une problématique de clients internes. Et donc très rapidement, on a structuré une démarche. Donc c'était 2 jours. Donc 2 jours déjà entre un séminaire d'une journée et 2 journées, ça change pas mal de choses, surtout en termes d'énergie. J'ai un séminaire sur 2 jours, ça demande beaucoup d'efforts sur l'équilibre entre sérieux et fun et plaisir. Mais on a structuré en tout cas la démarche en 4 étapes pour régler ça. Le premier, c'était reconnecter le groupe au sujet de la satisfaction client. Le deuxième, c'est une fois que les gens sont reconnectés, comment ils se transforment en ambassadeurs. Donc, comment ils vont transmettre cette volonté de satisfaire le client à leurs collègues. Donner quelques outils, quelques techniques justement de facilitation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aussi transformés en facilitateurs de facilitation pour mener les premiers ateliers avec leurs collaborateurs ou leurs clients. Et enfin, on avait un groupe de personnes et de se dire mais c'est quoi le futur de ce groupe de personnes qui réfléchit à la même chose au même moment et d'en faire une équipe qui soit orientée sur la satisfaction client et quelle est sa mission et ses actions futures. On voit quelques livrables qu'on a générés dans cet atelier. Celui en bas à droite, c'est pareil, on le retrouve dans l'Innovation Game de Lucomen, ça s'appelle la Product Box. La Product Box, elle aide les gens à constituer une boîte, un packaging de qui ils sont, là en l'occurrence, avec des découpes, des dessins et ainsi de suite, et ensuite de vendre leur boîte et donc de se vendre en tant que groupe et donc de se dire si je porte un message, c'est que j'y crois et donc de croire en leur groupe.
Au-dessus, c'était un des posters qu'ils ont généré justement dans la partie ambassadeur. Donc ils étaient convaincus qu'il fallait arrêter de se rejeter la faute, de se renvoyer la balle, de ne communiquer que par email. Et voilà, ils avaient l'intention de placarder ça sur les murs. En fait, la particularité, c'est que c'est eux qui ont généré ça. Nous, on n'a rien dit. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas notre rôle. C'est leur livrable. C'est ce en quoi ils sont convaincus. Et c'est le plus important. Et on apporte des outils comme les 3 cercles que vous voyez, qui sont les cercles de Covey. Il y a 3 zones. Il y a une petite zone centrale qui est la zone de contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez mener l'action que vous avez identifiée. La zone d'influence, vous, à votre échelle, vous pouvez aller voir la personne qui peut débloquer la situation et qui peut faire une action. Et votre zone de préoccupation, là, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, c'est le contexte dans lequel vous travaillez, c'est la politique de l'entreprise, c'est le cadre. Vous ne pouvez pas lutter contre. Et on a souvent tendance à passer beaucoup d'efforts et d'énergie à essayer de lutter sur les préoccupations. Et l'idée de ce cercle, ce petit outil, permet de se recentrer sur sa zone de contrôle et sa zone d'influence. Et finalement, ce qui était assez fort dans cette animation, c'est qu'on a proposé aux participants l'exercice baguette magique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez là, maintenant, tout de suite? Quelles seraient vos envies? Oubliez les contraintes, qu'est-ce que vous changeriez en premier? Et qu'ils ont généré 30 ou 40 actions sur cette base-là. Et qu'en les mettant dans ces cercles de Covey dans un deuxième temps, on a vu, bonne surprise, que 80% des actions étaient dans leur zone de contrôle et dans leur zone d'influence. Donc voilà. Pour le ça, vous voyez, il ne faut pas grand-chose, hein, du papier, un feutre, 3 cercles, il faut juste comprendre l'intention. Et justement, cette facilitation a été pétrie d'intention, c'est que déjà, ces managers avaient du mal à se connecter avec le sujet et on n'avait pas envie de ressasser les problèmes. L'insatisfaction client, quelle est votre responsabilité sur l'insatisfaction client? Et donc, l'appreciative inquiry, la pratique que vous venez d'avoir, c'est un peu ça a été le cœur de notre intention. C'était de repartir sur, à un moment donné, vous avez été acteur de la satisfaction de vos clients. Et quel a été votre rôle là-dedans? Et qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour maintenant satisfaire désormais vos futurs clients, vos futurs utilisateurs? Et ça a été, pareil, très riche. Quels étaient les moments qui vous ont fait vibrer et comment capitaliser sur cette expérience pour la reproduire? Voilà pour les retours d'expérience. Alors effectivement, s'il fallait prendre du recul sur ces approches-là, vous voyez qu'il y a un cheminement, un processus qui permet d'amener le groupe à passer plusieurs étapes pour aller vers son objectif. Donc il y a un vrai travail de construction pédagogique qui soutient ces facilitations. Et cette construction pédagogique, elle demande pas mal de travail, de préparation, mais quand elle est réussie, elle ne se voit pas. Le processus est totalement fluide pour les participants qui vont se laisser porter, qui n'ont pas forcément voir les transitions, les ruptures de contenu et qui, à la fin de la journée, c'est ce qui va permettre de garantir la qualité des contenus qui ressortent d'une facilitation. On est un petit peu en retard. Tout à fait. Donc on va passer hyper ultra vite. On voulait vous présenter des tips, des super tips pour bien foirer vos facilitations. Ça fait partie du job. Rester, au final. Donc on va y passer super vite. Il y a un super tips qui est d'oublier l'inclusion, tel qu'on l'a fait au début de cette session. C'est vous démarrez, vous lancez les ateliers, vous avez des personnes qui sont pas connectées entre elles et qui vont devoir bosser ensemble. Pas connectées au sujet, on ne sait pas si elles sont à l'aise ou pas avec le sujet du jour. Donc ils vont arriver, ils vont faire des trucs. Et pas connectés avec le moment présent. Il y a eu des embouteillages, des problèmes de, je sais pas moi, familiaux à la maison ou avec le boulot. Et en fait, ils se drainent ça tout au long de l'atelier. Vous comprenez pas pourquoi ils sont sur les nerfs tout au long de la journée. C'est parce que vous leur avez pas permis de s'exprimer. Deuxième façon, c'est d'avoir un seul format pour toute la session, de ne pas penser à une variété, de leur faire reproduire les mêmes modes sur différents sujets et de repartir à chaque fois, peut-être en World Café 3 fois dans la journée. Donc c'est un bon somnifère, donc varier les formats. Vous avez vu, il y a plein d'outils possibles et donc chaque outil est lié à une intention, mais il faut en tout cas à chaque fois changer, à chaque transition, un nouveau format. Génial, se faire dicter le contenu par le commanditaire. Ça, on a un client qui nous dit, alors moi je veux qu'on traite ce sujet de cette manière-là, en 5 étapes, avec tel outil, tel outil, tel outil, tel outil. Alors suivez bien cette recommandation du commanditaire, un bon moyen de pas du tout maîtriser votre processus pédagogique et de bien foirer la facilitation. Chacun son métier. Et donc il faut assumer une posture de oui, mon métier c'est de proposer le meilleur processus pour vous et justement de séparer, pas être jugé parti, de séparer les deux choses. Vous êtes dans le contenu, je suis dans la forme. Ok. Et on cadre le contrat comme ça.
Ne pas prendre conscience du lieu et de son environnement. Alors ça, c'est du vécu. Moi, j'arrive en séminaire, tout le monde avait fait 3 heures de TGV pour arriver dans le sud de la France, travailler pendant 2 jours, et on découvre une salle qui n'a pas de vue sur le ciel. Donc la fenêtre donne sur un mur en béton. On est là pour 2 jours enfermés là-dedans, donc tout le monde est très, très épanoui de cette situation. Et puis, comme on avait la chance d'être sur un lieu avec des beaux espaces extérieurs et des pelouses, on est complètement sorti de ce cadre-là. Et ce qui était quelque chose d'assez négatif en début de séminaire, c'est révélé être plutôt quelque chose de très apprécié à la fin, puisqu'on a fait la moitié des ateliers en extérieur. Esquiver les tensions du groupe. Hein. On sait qu'il y a un devoir fondamental du facilitateur, c'est de réguler ça, de trouver un moyen. Ne pas les traiter, ne pas les avoir traités avec le commanditaire en amont. On démarre, on ne sait pas où on met les pieds et explosion. Un des moyens, c'est de remettre le groupe en responsabilité. On voit que ça commence à monter, la sauce monte. Marquer une pause et donc dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on règle ce conflit? Et on traite ce problème-là fondamental, ou est-ce qu'on estime que ça ne posera pas de problème pour la suite et on avance, mais en fait d'un seul coup c'est le groupe qui a la responsabilité de cette décision, parce que ça peut vouloir dire ne pas atteindre l'objectif final, mais parce qu'on estime que on n'atteindra de toute manière pas l'objectif final tant que cette tension elle subsistera. Et enfin, ne pas gérer les temps de parole, c'est-à-dire laisser dériver totalement un atelier parce que vous trouvez que les contenus qui sont sortis sont peut-être pas aussi intéressants que vous auriez aimé, et de doubler le temps, et finalement ça va complètement déliter votre animation et rogner sur les autres séquences, donc c'est pas forcément une bonne idée. Vous pouvez gérer le timing, mais faites-le en conscience, vous avez le droit de le raccourcir ou de l'allonger si ça vous paraît pertinent, mais ne le laissez pas dériver. Alors on aurait aimé partager avec vous d'autres idées de bonnes foirades de facilitation. Malheureusement, on va être contraint par le temps. Donc rappel rapide du facilitateur en tant qu'architecte guide. Donc c'est une posture, un rôle fondamental, des outils, une démarche pédagogique et une intention, systématiquement une intention, et une présence et une vigilance justement sur les bonnes manières d'éviter de foirer une facilitation. Surtout, n'oubliez pas les bonbons. Et ça fait partie du jeu et de la gestion de l'énergie. Et enfin, pour approfondir ce qu'on vous a présenté de façon très succincte, nous avons publié un livre blanc récemment sur ce type d'intervention sur des domaines de stratégie, de création de nouvelles offres. Donc il y a 3 exemples qui sont aussi détaillés sur la conduite du changement grâce à la facilitation. On appelle ça la facilitation stratégique. Donc il vient juste de sortir, vous en avez la primeur. Et bien sûr, on est à votre disposition pour poursuivre les échanges. On vous libère. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence.